Merci à toutes et tous d'être là pour cette conférence de Ninon Granger, qui est professeure de philosophie à Paris 8, et donc qui va vous faire une présentation de Günther Anders, défendre contre le globocide, voilà. Et donc, merci beaucoup, et puis à vous la parole. Merci. Merci à vous. Et puis merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce qui me change un peu des colloques universitaires. Parce que je tiens quand même à préciser aujourd'hui que je suis universitaire, pas militante, même si j'ai évidemment des opinions politiques, et que je suis ici parce qu'on m'a demandé de présenter un peu Günther Anders. Donc, présentation très très rapide. Il est né en 1902. C'est un philosophe, mais qui a renoncé à la philosophie classique qu'il possédait pourtant parfaitement. Cela pour penser et agir politiquement. C'est un philosophe d'orientation morale. Il ne s'inscrit dans aucune école. Et sa trajectoire, on peut dire, est celle d'un outsider. C'est un juif allemand de Breslau, de la ville de Breslau. Il émigre dans les années 1930 en Californie, où il mène une vie un peu précaire. Il multiplie les petits emplois. Il renonce au service de propagande états-unien pendant la guerre parce qu'il ne veut pas reproduire les méthodes en cours en Allemagne nazie. Il travaille dans le service costume de Hollywood, par exemple, où il se trouve à manipuler des uniformes allemands, ce qui, évidemment, alimente son esprit caustique. Il est sidéré par l'usage de la bombe atomique au Japon et il se lance dans un combat antinucléaire qui le tient toute sa vie. Un exemple de son indépendance et de son originalité, il correspond avec le pilote de l'avion Météo qui a permis le largage de la bombe sur Hiroshima, et il le met en relation avec des militants antinucléaires japonais. Il participe à nombre de congrès antinucléaires, mais également au tribunal Russell sur le Vietnam, et il revient habiter en Europe dans les années 50. Mais plutôt que l'Allemagne, il choisit Vienne comme une sorte, comme il le dit lui-même, d'entre-deux bancal. On lui a proposé, pas tant que ça, quelques postes universitaires qu'il a refusés. Il vit d'articles de journaux, par exemple de critiques littéraires. Et il publie son maître ouvrage en 1956, intitulé « L'obsolescence de l'homme », une critique de la technique, ou plutôt de la confiance que nous avons dans la supériorité de la technique sur les hommes, qui nous rendrait, à nos propres yeux, imparfaits et obsolètes. Donc je vais parler, on pourra en discuter longtemps, mais de trois orientations de la philosophie de Günther Anders: le combat antinucléaire, la question de la violence et du militantisme, et enfin le lien entre écologie et antifascisme. Alors, une précaution liminaire tenant compte du thème de cette université d'été, on ne peut pas véritablement dire Anders écologiste au sens actuel du terme. Sa réflexion et ses indignations ne concernent pas la nature, le milieu, les espèces comme nous les entendons aujourd'hui. Anders est un penseur de l'écologie sans nature et un penseur de la morale également sans fondement. Sa morale n'a pas de fondement comme d'autres morales se fondent sur la pitié ou bien l'honneur ou encore le bien. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est être pragmatique. Et sa référence, toute simple, c'est le monde, ou plutôt la Terre, peuplée par les humains. À un nihiliste qui lui demandait pourquoi il combattait le nucléaire, Anders répond que, comme la bombe et la certitude de la destruction totale du globe, son seul principe moral, c'est simplement qu'il aime bien les hommes, leurs efforts, leurs émotions. Et ça le chagrinerait que la Terre soit réduite à une balle, c'est son image, une balle complètement déserte lancée dans l'espace. Et c'est pourquoi il parle de globocide, une destruction totale et générale de toute vie humaine sur Terre, impliquée par le nucléaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour lui, la bombe atomique signifie la destruction de tous les hommes et que l'utiliser une fois dans un monde consumériste inféodé à la technique, c'est l'assurance de la réutiliser, l'assurance de la destruction à plus ou moins long terme dans une société industrialisée où il faut toujours faire plus et plus grand. À cette aune,
il date notre nouvelle ère du 6 août 1945. C'est l'an zéro de l'âge atomique. Et il donne un sens tout particulier à la réitération de l'utilisation de la bombe sur Nagasaki. Nous utilisons la bombe en connaissance de cause, et c'est là le crime. Et de fait, il appuie sa philosophie pratique de l'âge atomique sur une triade politique propre au XXe siècle. Auschwitz, Hiroshima, le Vietnam. Et même plutôt dans l'ordre logique plutôt que chronologique, Hiroshima, Auschwitz, le Vietnam. Ce sont les trois noms et les trois événements qui manifestent la destruction globale contre laquelle il faut lutter. Je dis en passant que l'usage du terme de génocide, d'où il tire le terme de globocide, était moins inhibé, on va dire, dans les années 60. Et au tribunal Russell, par exemple, le terme de génocide, pour qualifier les crimes états-uniens en Vietnam, était assez fréquent. Alors Anders, il est violent dans les mots. Il ne s'embarrasse d'aucune précaution. Il ne ménage personne. C'est un penseur et un acteur complètement radical. D'où sans doute sa marginalité. Par rapport au philosophe heideggerien, par exemple, il a été élève de Heidegger, par rapport à l'école de Francfort, déplacé à Chicago. Si radical que même Hannah Arendt, qui fut son épouse lorsqu'ils étaient en Allemagne, donc jeune, le trouve presque un peu dérangé, parce qu'il ne fait aucune concession. Un autre aspect qui le rapproche des courants, à mon avis, écologistes depuis les premiers temps, c'est qu'il est considéré, a fortiori dans les années 50, comme un enragé monomaniaque et un prophète de malheur. Alors un commentateur de Günther Anders, Jean-Pierre Dupuis, justifie précisément cette attitude de Cassandre, de prophète de malheur. On raille le catastrophiste parce que la catastrophe ne s'est pas produite. L'apocalypse nucléaire serait, on l'a répété juste avant, constamment évitée grâce à la fameuse dissuasion nucléaire. Mais Dupuis a raison d'affirmer que si elle ne s'est pas encore produite, c'est parce qu'il y a des prophètes qui l'annoncent, parce qu'il y a des Günther Anders que l'on n'écoute pas, mais qui alarment et crient à l'urgence. Et donc c'est là, en fait, une réussite, là où on voit un échec. Alors l'éveil des consciences, pour Anders, se double d'un combat général qui prend une forme bien spécifique. D'abord, il participe au congrès pacifiste antinucléaire dans les années 50 au Japon. Il en tient un journal intitulé « L'homme sur le pont », qui peut être considéré comme un manifeste d'appartenance commune au genre humain, tout comme une revendication politique qui prend la forme de thèse sur le nucléaire. Il est, de tous les rassemblements, prête sa petite notoriété à ce combat. Et comme je l'ai dit en introduction, il correspond avec le pilote Claude Heatherly, qui est, lui, interné dans un hôpital psychiatrique militaire aux États-Unis parce que, terrassé par sa culpabilité, il revendique sa responsabilité dans le début de l'ère atomique. Aux yeux de Anders, Claude Heatherly est le seul être doué de raison dans un pays qui célèbre ses pilotes comme des héros. De même, Günther Anders envoie une lettre au fils d'Adolf Eichmann, juste après son procès et son exécution. D'abord, pour lui demander, donc au fils, de reconnaître la responsabilité de son père dans le génocide des Juifs d'Europe, mais aussi pour constituer une communauté d'humains. Nous, fils d'Eichmann, tel est le titre de sa lettre. C'est un texte sur la dignité et sur le respect réciproque que les humains se doivent, sur le monstrueux aussi, Eichmann bien sûr, mais aussi le monde dans lequel nous vivons. Enfin, cette lettre, qui est publique, veut, en forme de conclusion, embarquer Klaus Eichmann, le fils donc, dans le combat antinucléaire. Seule réponse au monde atomique qui est le nôtre, ce serait une chance si Klaus Eichmann se ralliait au mouvement contre l'extermination des hommes. Cela aurait une signification bien plus grande. Que le fils littéral d'Eichmann prenne la parole au nom de ses fils, au sens figuré. Le dernier acte de l'engagement antinucléaire de Günther Anders, c'est Tchernobyl dans les années 80. Il est déjà vieux,
mais en Allemagne, il connaît un regain d'intérêt au moment de l'accident nucléaire. Les jeunes militants se tournent vers lui. Et ils ont raison, parce que Anders tient à ne pas faire de distinction entre l'usage militaire de la bombe, et tous les faux arguments en sa faveur, et l'usage civil du nucléaire. C'est sa grande question depuis 1956, c'est l'argument de la puissance de la technique qu'il convoque. S'il y a des armes, eh bien, on fait des guerres pour s'en servir. Nous fabriquons des objets techniques pour qu'ils soient parfaits, c'est-à-dire pour qu'ils remplissent leur fonction. Donc, si nous fabriquons du nucléaire, eh bien, c'est pour s'en servir. Le nucléaire, qui produit de l'énergie, qui produirait seulement de l'énergie, c'est en fait un manque d'imagination. Et l'accident de Tchernobyl en est la preuve, puisque le nucléaire, aux yeux de Anders, c'est clairement la destruction de l'humanité. Donc, utiliser, c'est réitérer. Auschwitz, en ce sens, est une répétition générale de l'extermination de l'espèce humaine. Les essais nucléaires à Bikini aussi. Tout est affaire de reproduction dans ce qu'il appelle la fabrication de cadavres. Ce qui m'amène à la deuxième idée forte de Günther Anders, propre à ces années 1980, l'usage de la violence indissociable du combat antinucléaire. C'est le revers de sa pensée catastrophiste. Alors là, il est question d'une temporalité en fait assez spécifique. Se défendre sans scrupule, ce sont les termes de Günther Anders, contre le globocide, c'est simplement retarder la catastrophe. C'est tenter de mettre à profit le délai qui nous est accordé. C'est tenter de faire en sorte qu'il n'y ait pas de répétition, pas de reproduction. Alors la philosophie pratique de l'âge atomique est la seule adaptée à la catastrophe à venir. Même les vols spatiaux, et Günther Anders fait la critique de leur réception en 69 et 70. Même les vols spatiaux, à ses yeux, sont des essais de guerre, des répétitions générales de la crise réelle. Alors, sans proposer de philosophie de l'histoire, même s'il estime, comme Walter Benjamin, qu'il faudrait plutôt actionner les freins d'urgence plutôt que de laisser s'emballer la locomotive, Anders s'inscrit dans une philosophie de la temporalité. C'est une philosophie du futur antérieur parce que c'est un philosophe de la catastrophe. Le problème, pour lui, c'est que nous sommes asynchrones. Nous ne correspondons pas, par nos représentations, par nos productions, aux différents temps. De même qu'il y a différents points de vue. Par exemple, c'est l'exemple qu'il prend, la Terre de Newton n'est pas la même que la Terre vue de la Lune, n'est pas la même que la Terre de notre quotidien. Eh bien, il y a aussi plusieurs temporalités que nous ne parvenons pas à ramener à une seule. Dans ces prises de position, dans ces moments de parole et interviews, on trouve une réponse claire aux tentatives de discrédit portées contre toute action de gauche, sur tous les plateaux, les débats comme préalable essentiel, mais aussi comme liminaire qui vise à empêcher toute autre discussion. On demande de condamner a priori la violence. Et Anders, sans faire de circonvolution, y répond radicalement avec des accents qu'on pourrait transposer encore aujourd'hui. La violence est légitime. Elle est la seule défense possible, même si elle est instrumentalisée par les États. On nous traite de casseurs, écrit-il, mais Jésus était le premier casseur de notre temps. Donc devant les attaques et la certitude de la destruction de l'humanité par le nucléaire, la seule défense possible contre les décideurs et ceux qui ont le doigt sur le bouton du déclenchement de la catastrophe, c'est, malgré l'usage qu'un État policier peut en faire, eh bien c'est la violence. L'interdiction de tuer souffre ainsi des exceptions à ses yeux. Il n'hésite pas à évoquer Hitler, personne ne doute qu'il aurait fallu le tuer. Et il en est de même avec les actuels fabricateurs de cadavres. Alors évidemment, ces prises de position ont souvent été reçues avec indignation. Le journal dans lequel il les a prises a publié des réponses de personnalités anonymes, mais également de personnalités connues, mais il n'en a jamais démordu, il n'a jamais cédé à aucune compromission. Concernant le militantisme et la violence, je voudrais établir un lien dans la philosophie de Anders que lui-même ne fait pas explicitement. L'un des aspects novateurs de sa critique de la société et de la technique, c'est la question de l'imagination. La racine du monstrueux, c'est notre imagination insuffisante.
l'insuffisance de notre sentir, parce que c'est ça qui permet la répétition des pires choses. On trouve des choses assez approchantes aussi chez Hannah Arendt. Il faudrait étudier davantage les points de passage entre Arendt et Anders qui ne se citent pas tant que ça réciproquement. Sur la question notamment de l'imagination. Notre imagination, elle est pauvre, elle est faible. Elle nous empêche d'avoir une morale à la hauteur de la catastrophe et de l'humanisme à sauver. C'est manifeste avec le génocide des Juifs d'Europe. Nous sommes incapables de nous représenter un génocide. Nous pouvons imaginer 1 mort, 5 morts, peut-être 10 morts, mais nous ne parvenons pas à nous représenter des millions de morts. Notre imagination est inapte à se représenter ce qu'il appelle le supraliminaire, ce qui dépasse un seuil de figuration. Alors ça vaut pour le génocide, parce que cela vaut aussi, c'est ce qu'il avait fait dans son ouvrage « L'obsolescence de l'homme », pour la technique. Le monde devient machine, une grande machine totale. Nous sommes incapables d'imaginer, c'est-à-dire de nous faire des images mentales, que nous sommes différents des machines. Du coup, nous nous sentons inférieurs à leur perfection. Et en effet, une machine, elle remplit parfaitement son but. Elle est fabriquée en vue de ce but. Produire une voiture ou produire une fusée, c'est dans un but. Alors que l'homme, lui, et ça c'est une idée très ancienne de Günther Anders qui développe dans les années 30, alors que l'homme, lui, il naît sans but. Il est indéterminé. Il écrit « À la différence de l'animal qui connaît d'instinct le monde matériel qui lui appartient et qui lui est nécessaire, l'homme ne prévoit pas son monde. Il n'est taillé pour aucun monde matériel. Il ne peut l'anticiper en sa détermination. Il doit apprendre à le connaître après coup, a posteriori. Il a besoin de l'expérience. » Fin de citation. Du coup, l'essence humaine est profondément instable. Nos produits, donc hyper déterminés, deviennent supraliminaires à nos sens. C'est ce qu'il appelle le décalage prométhéen. L'indétermination de l'homme ressemble pour notre faible imagination à une imperfection. C'est ce qu'il appelle la honte prométhéenne. Alors que justement, ce serait plutôt le signe de notre liberté. Il y a une belle citation aussi de Anders. Être libre, cela signifie être étranger, n'être lié à rien de précis, n'être taillé pour rien de précis, se trouver dans l'horizon du quelconque. Il me semble qu'une des forces de la critique d'Anders, c'est justement l'imagination qui n'est pas à la hauteur de ce que nous sommes. Indéterminée, donc sans contrainte. Et c'est cela qu'il faudrait articuler avec le combat contre la catastrophe. Anders l'a fait un peu en produisant non pas une philosophie théorique et systématique, mais en utilisant dans ses écrits la fiction. Il y a plein de paraboles, d'apologues, de fables qui parsèment ses écrits. Le recours à la fiction est une manière, à mon avis, de hausser l'imagination à la hauteur de l'humanisme et du combat à mener. Imaginer sans contrainte, c'est peut-être la clé de l'évitement de la catastrophe. Alors, articuler imagination et militantisme, Anders l'a fait, et très précisément, avec en tête une volonté démonstrative. Il s'agit d'un roman dystopique qu'il a écrit dans les années 30, qu'il a repris, mais qu'il a finalement renoncé à publier après la guerre, considérant qu'il n'était plus d'actualité. À mon avis, il s'est totalement trompé, vous allez voir pourquoi. C'est plutôt étonnant parce que ce livre, quoi qu'on pense de sa valeur proprement littéraire, résonne étrangement aujourd'hui. Il y a des récurrences, des retours et des reprises inattendues. Alors ce roman, c'est La catacombe de Molucci. Il a été traduit en français seulement en 2021. Il s'agit de récits enchâssés. Dans un pays imaginaire, la Molucci, sous un régime totalitaire, des prisonniers dans les catacombes se transmettent des récits en attendant de remonter à la surface pour éclairer les hommes. C'est un roman qu'on pourrait dire philosophique. C'est aussi un tissage étrange de critique de la société, à la fois celle de Hitler, mais aussi de toute société industrielle. C'est une fable morale
et une description d'un environnement naturel et politique. Alors, on peut trouver ce roman un peu lourd, un peu trop démonstratif ou illustratif. On peut aussi s'étonner, c'est pour ça aussi que Hannah Arendt, des fois, le trouve un peu dérangé, que Anders y fasse référence toute sa vie au point même de laisser penser que la Mollussie est un pays réel. Il lui arrive, sans crier gare et sans souligner du tout la fiction, de se référer à des maximes mollussiennes dans ses écrits plus théoriques, comme s'il s'agissait d'un dicton. Alors plutôt que de tenter de résumer c'est un résumé impossible de toutes ces histoires, je vais évoquer quelqu'un qui a particulièrement bien saisi, à mes yeux, le rapport entre l'antifascisme d'Anders, sa critique de notre rapport à la technique et la pensée écologique qu'on pourrait lui prêter, qui n'est pas explicite chez Anders. Il s'agit d'un cinéaste français qui fait des films expérimentaux et qui s'appelle Nicolas Rey. En 2012, Nicolas Rey a réalisé un film qui s'appelle « Autrement la Mollussie ». Alors je rappelle d'ailleurs que Anders est un pseudonyme, il s'appelait Stern, et qu'en allemand, Anders signifie « autrement ». Le film, c'est un film expérimental, contient 9 chapitres qui tous se déroulent sur fond d'un extrait du roman La Mollussie, lu en voix off, des petites fables en fait posées sur des images. Ces images, souvent des plans fixes qui laissent se dérouler la durée, montrent un milieu naturel qui se déploie, mais avec toujours un élément qui rappelle qu'il ne s'agit pas d'une nature sauvage, un élément qui révèle la présence non pas des hommes, plutôt absents dans ces plans, mais de l'ère industrielle. On a bien un chapitre qui montre un étang sur fond d'une histoire triste de marins ou un champ à ras du sol, mais on a aussi une route avec des voitures qui passent, un bâtiment en béton, sans doute une usine, un village avec un clocher. Ce n'est cependant pas du tout la nature vue à partir d'un lieu humain. C'est le contraire, un lieu humain vu depuis la nature. En témoignent des inventions dans le dispositif de prise de vue. Avec son technicien, Nicolas Rey a trafiqué une caméra de sorte qu'elle puisse tourner sur elle-même comme une roue, comme une toupie, et effectuer, du coup, un plan tourbillonnant et aléatoire. Il a aussi inventé un dispositif de pied flexible qui fait que la caméra n'est pas fixe, mais qu'elle bouge au gré du vent. On a ainsi un chapitre où l'image suit le vent qui fait onduler la végétation, et donc le spectateur embarqué par la caméra se trouve comme une tige de fougère. Alors il y a un contraste ou bien une complétude entre ces images et le texte qui raconte une fable. Et pour terminer, je vais simplement vous lire le texte de l'un des chapitres, ce chapitre qui illustre évidemment une forme de totalitarisme et qui s'intitule « Le mot le plus fort ». Ça, c'est le texte qui est lu sur une séquence. Alors que Bourou, c'est le dictateur de la Mollussie, alors que Bourou était au pouvoir depuis un certain temps déjà, il voulut en quelque sorte s'en saisir une seconde fois. Il souhaita ce qu'indubitablement il possédait déjà, mais que cela prenne cette fois la forme d'un cadeau, se faire élire par ceux qui l'avaient vaincu. Ce désir était tout sauf absurde. Il comptait sur le fait d'avoir été élu à l'unanimité, pour obtenir, dans le pays comme à l'étranger, un vague vernis démocratique. « On n'élit pas celui qu'on aime, disait-il au cercle de ses collaborateurs pour justifier cette élection, mais on aime celui qu'on a élu. » Quelques-uns parmi sa junte n'étaient pas d'accord. La raison d'être de ces élections, lui donnait-il à méditer, et notre coup de force ne pourront jamais être oubliés, et dans les temps futurs, chaque électeur saura dans quelles conditions il t'a élu. Bourou n'en fut pas le moins du monde irrité. Le comment et le pourquoi, disait-il, sont invisibles. Mais le résultat de l'élection, lui, sera visible. On ne se souvient que du visible. Et pour que ce soit bien visible, laissez-moi faire. En technique de séduction, Bourou faisait indubitablement autorité. Nous-mêmes devons le reconnaître avec dégoût.
Et entre quoi devront-ils choisir ? Demandèrent-ils. Il n'est pas question d'un quelconque entre. Mais dans une élection, on est bien obligé d'avoir un ou. Obligé ? Demanda Bourroux. De quoi Bourroux est-il obligé ? Ils se turent honteux. Il expliqua alors. Nous remplacerons le ou par un et, car et est le mot le plus fort. Et la synthèse est le plus sûr allié de la terreur. Le lendemain, les affiches électorales apparurent sur tous les murs et les palissades du pays. Sur toutes, le mot « et » apparaissait en lettres grandes et grasses. 4 affiches dominaient. Pour Bourroux et pour la paix. Pour Bourroux et pour la Mollussie. Pour Bourroux et pour le paria. Pour Bourroux et pour la liberté. Bourroux avait réussi à intégrer le choix dans l'objet électoral même. Qui ne choisissait pas Bourroux votait contre la paix. Qui se prononçait contre Bourroux parlait contre la liberté. Qui votait contre Bourroux votait contre la Mollussie. Qui votait contre Bourroux votait contre le paria. Que le nombre de suffrages obtenus par Bourroux de cette façon-là ait approché le nombre de votants en Mollussie, ce ne fut pas surprenant. Alors ce texte, ça vous donne une idée un peu de la Mollussie, ce texte se déploie sur fond de plans de village avec clochers dans le soir qui tombe, puis des plans de nuit avec en fond le son d'avions dans le ciel. Je pense que Nicolas Rey, donc le cinéaste, a profondément compris ce que disait Anders. À mon avis, c'est pas un hasard si c'est un artiste donc qui fait œuvre d'imagination et qui essaye de limiter les contraintes, qui a réussi. Il l'a compris, non pas théoriquement, mais esthétiquement, et il a mis en avant le sous-texte, ou l'implicite, sous l'explicite dystopique. Le film rend visible le lien. Et cela va plus loin encore, puisque les conditions techniques du film, et n'oublions pas la critique que réalise Anders à l'égard des machines, à l'égard de la technique, à l'égard de notre confiance dans les machines. Les conditions techniques du film sont tout à fait spéciales, parce que Nicolas Rey, il réalise sur de la pellicule argentique, mais en utilisant de la pellicule de récupération, des films périmés, ce qui donne une image tout à fait particulière et pas toujours prévisible pour l'auteur. Donc il y a déjà un élément aléatoire grâce au recyclage. Les conditions de projection aussi sont tout à fait inédites. Il s'agit de 9 chapitres. Chaque chapitre correspond à une bande. Et lors de la projection, d'une projection, l'ordre des chapitres doit être dévolu au hasard. Et c'est le projectionniste qui, avant la séance, tire au sort l'ordre de succession dans lequel le film sera montré. Il y a ainsi, alors j'ai pas fait moi-même le calcul, mais il paraît qu'il y a 362 880 manières de voir le film, autant de manières de raconter l'histoire par le montage. Alors une petite ironie qu'Anders aurait appréciée, lors de la dernière projection à laquelle j'ai assisté, le projecteur d'argentique était une machine dont le projectionniste lui-même ne savait pas se servir. Donc c'est le réalisateur lui-même qui a dû projeter. Voilà, je m'arrête sur cette ironie du sort pour souligner l'importance du hasard et de l'aléatoire comme marque de la liberté humaine, ne pas se sentir inférieur à la technique, contrecarrer la honte prométhéenne et réintégrer une terre non nucléarisée. Telle est la philosophie pratique de Günther Anders. Elle a des applications immédiates. Comme le pilote d'Hiroshima, et contre la catastrophe, il faudrait, je reprends les termes d'Anders, refuser d'ignorer qu'on nous a commandé de ne pas savoir ce que nous faisons. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, c'était très intéressant. On va passer aux questions. Est-ce que... Oui ? Oui, bonsoir. Moi, c'est juste une question d'explication de vocabulaire. Je crois que Prométhée, c'est celui qui a donné le feu aux hommes, il me semble. Et qu'est-ce que c'est la honte prométhéenne ? La honte, alors effectivement, Prométhée, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui, pour secourir les hommes,
a volé le feu à Héphaïstos. Il en a été durement puni d'ailleurs. Et la honte prométhéenne pour Anders, c'est simplement ce sentiment d'infériorité que nous avons par rapport aux objets techniques que nous-mêmes produisons. Il y a un sentiment d'infériorité parce qu'une machine remplit totalement sa fonction, elle est parfaite quand elle fonctionne, bien sûr, et du coup, elle rend les hommes, elle leur donne un sentiment finalement d'insuffisance par rapport à la perfection technique. Il a plein d'anecdotes pour alimenter cette idée d'un sentiment d'infériorité. Par exemple, et donc un décalage par rapport à la réalité. Et il raconte comment, une fois à Los Angeles, lui-même n'avait pas de voiture, était trop pauvre pour en avoir, donc il déambulait dans les rues de Los Angeles, il se promenait, quoi, et il a été arrêté par un policier qui l'a interrogé, qui lui a demandé ce qu'il faisait là, etc. Et au bout d'une demi-heure, Anders comprend que ce que n'arrive pas, en fait, à saisir le policier, c'est que simplement il n'a pas de voiture. Pour le policier, c'est totalement impossible. Et du coup, alors là, Anders est considéré comme un paria absolu. Mais il a d'autres anecdotes, c'est-à-dire que les industriels sont en admiration devant leur propre production, mais cela nourrit un sentiment d'insatisfaction par rapport à eux-mêmes. La perfection est de l'ordre de la technique. Et c'est de ce sentiment-là qu'il faudrait se défaire. Parce que Anders, il n'est pas du tout anti-progressiste, hein, c'est pas une critique de la technique concernant les objets, il n'a rien contre la technique en soi. En revanche, le fait que les hommes se sentent inférieurs aux objets qu'eux-mêmes produisent, là, il considère que c'est une manière finalement de renoncer à une forme de liberté et donc à l'essence humaine. Merci beaucoup, c'était vraiment tellement passionnant et c'est marrant parce que l'année dernière, face à ce qui se passait dans le génocide et à Gaza et tout, je me suis réfugiée dans la lecture de Gunther Anders et j'ai écrit un spectacle autour de la relation avec Hannah Arendt et Walter Benjamin et Brecht. Et je me suis vraiment passionnée pour le moment où ils ont quitté l'Allemagne, le manuscrit de la catacombe de Mollussie qui est caché dans une hotte à côté des jambons, le fait que ce soit Anna qui lui amène et après Anna qui emmène aux États-Unis les thèses sur le concept d'histoire. Et je trouve que vraiment le concept de décalage prométhéen, c'est une des philosophies les plus essentielles de notre époque. Et l'année dernière, j'ai eu une espèce d'altercation avec une personne parce que justement, je posais la question du décalage prométhéen sur les smartphones. C'est-à-dire que le fait qu'on utilise ces objets sans penser aux conséquences environnementales et aux conséquences... Et j'ai l'impression que aujourd'hui, comme nous, on sait qu'il y a eu Hiroshima, on sait qu'il y a eu Auschwitz. En fait, on s'est habitué à un état de catastrophe. Et c'est comme si notre éthique, je trouve qu'elle a vraiment baissé par rapport à leur éthique. C'est comme si nous, aujourd'hui, un génocide, finalement, les gens qui meurent au Congo pour les smartphones, en fait, comme on sait qu'il y a eu pire avant, j'ai l'impression qu'on a baissé nos standards d'acceptation, en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit à quelqu'un, dans tes mains, tu as un objet qui a tué des gens à l'étranger, et peut-être que cet objet ne vaut pas le coup ou n'est pas éthique. En fait, voilà, c'est juste ça. C'est difficile aujourd'hui de demander aux gens de remettre en question les smartphones, par exemple. Alors, je ne vais pas répondre à la place de Gunther Anders, mais ce qu'il développe, c'est pas tellement la focalisation sur l'objet lui-même et la question, par exemple, de ses conditions de production, même s'il a travaillé aussi comme ouvrier, et ni même ce que deviennent les matériaux, dans la mesure où lui, ce qu'il développe, c'est plutôt l'idée que les hommes se considèrent eux-mêmes comme des déchets par rapport justement à la perfection de l'objet. C'est l'homme qui devient un déchet parce qu'il est inutile, parce qu'il n'a pas de fonction propre et parce qu'il n'atteint pas cette perfection. Par contre, la question, l'idée que le smartphone il est fabriqué par des individus surexploités aux antipodes, ça c'est vraiment une question tout à fait andersienne parce que c'est l'idée de la distance qui nous empêche
d'imaginer cela. Et le smartphone, eh bien, reste un objet d'utilisation, un objet technique, mais qui, lui, ne montre pas, on va dire très rapidement, tous les hommes qui sont morts pour le fabriquer ou qui mourront ou qui, dans la temporalité de Günther Anders, auront toujours été morts. Parce que cet objet-là, c'est ça, c'est ce futur antérieur-là. Et ce qu'il souligne, c'est la distance absolue qui nous empêche de nous représenter, qui nous empêche de nous représenter cela. Il a une expression, alors c'est à propos essentiellement de la bombe nucléaire, puisque là aussi il y a une distance totale, et donc un décalage total entre le fait pour un pilote d'appuyer sur un bouton pour larguer une bombe et le fait qui va causer des milliers de morts. Il appelle ça le télémeurtre. C'est-à-dire qu'on fait mourir à distance et donc on s'exonère de la responsabilité qui est liée à cet acte. Et ça, c'est permis par la perfection technique, qui en quelque sorte est une forme de médiation qui nous empêche de nous représenter moralement les effets de nos actes. Donc, je trouve que le télémeurtre, c'est vraiment une idée importante parce que il l'emploie beaucoup pour la question de la bombe nucléaire, mais moi, je trouve qu'elle est tout à fait applicable à la catastrophe climatique dans laquelle nous vivons, qui justement ne doit pas être pensée comme un futur éventuel, comme la catastrophe nucléaire est toujours pensée comme un futur éventuel, mais que l'on empêche, que l'on contient. C'est quelque chose qui est déjà là, mais qui est à distance, meurtre à distance. Oui. Bonjour, j'avais une question. Vous avez évoqué deux mouvements dans votre conférence. D'abord un mouvement assez linéaire, celui de la performation technique. Donc vous avez évoqué le lien entre l'arme nucléaire et l'énergie nucléaire. Et vous avez évoqué aussi un mouvement répétitif où les camps de concentration, c'était une répétition des massacres de masse, ou bien l'énergie nucléaire, une répétition des crises nucléaires, etc. Je voulais savoir si les deux étaient forcément liés, ou si par exemple, dès qu'on progresse dans la performation de la technique, on va aller forcément vers des crises globales de plus en plus grosses et des répétitions de plus en plus désastreuses, ou si on pouvait continuer de faire progresser la technique, les outils qu'on utilise, sans que ça engage des répétitions plus globales, plus destructrices, plus générales. Ça, c'est une vraie question philosophique qui engagerait toute une réflexion sur les différentes temporalités selon Günther Anders. Encore une fois, c'est pas un penseur du progrès. C'est-à-dire que c'est pas la question de la progression qui intéresse. Parce que dans son analyse, on est déjà dans le plus gros, le plus grand. C'est ça qui caractérise en fait l'ère industrielle et la production des objets techniques. Donc la question du progrès, elle est tout à fait secondaire à ses yeux. C'est maintenant que nous utilisons des objets et que nous nous sentons inférieurs à eux. Et c'est cette insuffisance, enfin cette idée que nous sommes insuffisants et cette impuissance morale et ce défaut d'imagination à nous représenter les choses qui font que eh bien la répétition est possible, et c'est même pas qu'elle est possible pour Anders, c'est qu'elle est certaine. Et pour lui, cette triade Hiroshima, Auschwitz, le Vietnam, c'est une sorte de paradigme. C'est une manière de montrer que on est toujours dans cette répétition du génocide. Parce que pour lui, les trois sont des génocides. Et simplement, la répétition, alors ce sera peut-être demain ou après-demain ou dans quelques années, mais à terme, c'est la destruction totale, c'est le génocide total de l'humanité. Parce que justement, nous n'avons pas pensé cette relation entre Hiroshima, Auschwitz et le Vietnam. Donc, c'est pas la question. Ce qui l'inquiète n'est pas la question d'un progrès inéluctable ou d'une linéarité qui nous amènerait, je sais pas moi, des temps de destruction totale. C'est aujourd'hui que c'est déjà arrivé, en fait.
Donc c'est effectivement une temporalité un peu heurtée, un peu difficile, ce qui fait aussi qu'il a été accusé d'être un prophète de malheur, mais justement il le revendique. Le prophète de malheur, c'est celui qui parle au présent. Merci pour votre intervention. Comme vous l'avez dit, Gunther Anders et la pensée de Gunther Anders est essentielle pour penser notre époque finalement. Mais comme vous l'avez rappelé, il n'est pas fondamentalement lié au mouvement de pensée à la tradition écologiste, et donc forcément il reste largement anthropocentré. Mais je me demandais, est-ce qu'il à un moment donné dans son œuvre, il a fait le lien entre les faiseurs de cadavres et le massacre animal, ou est-ce que c'était vraiment un angle mort total pour lui ? Il a beaucoup écrit, alors je ne peux pas garantir d'avoir lu absolument tous ses articles, tous ses textes, et donc avoir une réponse définitive. Moi, dans tout ce que j'ai lu, je n'ai jamais rien trouvé sur la question animale. Mais bon, je n'ai pas tout lu, en plus tout n'est pas traduit, enfin... Et ce qui est sûr, vous dites qu'il est anthropocentré. Alors on pourrait discuter sur cette question. Ce qui est sûr, c'est que c'est un humaniste pratique. Gunther Anders, c'est que, en ce sens, on peut considérer qu'il est anthropocentré. Mais sa préoccupation, c'est très clairement les hommes. Alors, il n'a pas du tout non plus de pensée. Enfin, il n'assimile pas les animaux, justement, par exemple, à des objets techniques, ce qui pourrait être tout à fait possible. L'instrumentalisation des animaux, mais ça, il le fait pas du tout. Donc, je pense simplement qu'il tente un nouvel humanisme à dimension pratique, encore une fois, qui ne se réfère pas à une tradition philosophique proprement dite. Ça, il n'en veut pas, même s'il la possède, s'il la maîtrise parfaitement. Mais il reste attaché aux hommes. Merci. Est-ce qu'il y a oui, une autre question? Quand vous parlez du fait qu'il y a un lien entre Hiroshima, Auschwitz et le Vietnam, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est totalement impossible de dire quelque chose comme ça. Enfin, moi, je me suis heurtée à ça, c'est-à-dire quand j'ai comparé avec le nazisme ou avec des choses comme ça, on m'a dit mais non, ça n'a aucun rapport. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir détaché Auschwitz et de l'avoir mis complètement à part, ça nous enlève un droit de dire que ce qui se passe aujourd'hui c'est grave. Ça nous enlève le droit de trouver les choses horribles, d'être inquiet, comme si tant que c'est pas Auschwitz, en fait, le reste ne compte pas. Et du coup, ça m'interroge sur lui, à son époque, comment est-ce qu'il a fait le lien entre... Par exemple, aujourd'hui, on peut pas dire qu'au Vietnam, c'est un génocide. Enfin, un génocide est réservé à Auschwitz. Et du coup, je me demande comment... Est-ce que c'est arrivé après le fait que par exemple... Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a jamais eu de procès pour Hiroshima et Nagasaki. Ça, c'est quelque chose, je me dis, c'est incroyable. Il y a eu le tribunal Russell, mais pour ça, il n'y a rien eu. Et est-ce que, enfin, lui, comment est-ce qu'il arrivait à mettre sur le même plan, en quelque sorte? Alors, il y a ce que lui a fait, c'est-à-dire effectivement ce paradigme, cette triade. Alors, le concept de génocide n'est pas un concept absolument central chez lui. Même s'il le pense, même s'il l'a vécu, il dit que lui, il est un survivant par chance, uniquement par chance. Mais ce qui l'intéresse, c'est la question de la répétition, et de la répétition, en gros, de ce qu'on appellerait aujourd'hui du massacre de masse. Il travaille pas spécialement le concept de génocide, mais c'est pour ça que j'ai tenu à faire une petite parenthèse pour dire que au moment du tribunal Russell, donc 1966-67, l'utilisation du terme de génocide était beaucoup moins inhibée qu'aujourd'hui, où il y a une tendance à vouloir réserver le terme de génocide uniquement à l'extermination des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les années 60, et pas seulement pour Anders, apparemment, le terme, il y a
Puis il y a le procureur du tribunal Russell qui l'utilise aussi, Sartre aussi qui en fait partie. Et donc c'est une utilisation désinhibée et qui là en l'occurrence pour le tribunal Russell désigne les crimes des États-Unis au Vietnam. Alors c'est toute la question en fait de la terminologie et du concept de génocide. Hein, vous l'avez rappelé vous-même, qui fait débat. Et finalement, moi, j'étais assez étonnée par rapport à cette difficulté à faire de génocide un concept générique. J'étais assez étonnée que finalement, avec ce qui se passe à Gaza, on l'utilise à propos des Palestiniens. Il me semblait que là, il y avait quelque chose dans l'histoire de l'usage du terme qui s'est passé. Et à laquelle Anders aurait sans doute tout à fait souscrit, puisque c'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire cette manière que dans notre monde qui est monstrueux, il puisse y avoir des génocides, et que l'insuffisance de notre imagination et donc notre inconséquence morale permettent que cela se passe encore. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Moi, j'ai juste une petite interrogation, une petite question. Vous avez fait part d'un écrit qu'il a réalisé là sur la politique, enfin une simulation de politique avec des affiches politiques qui sont faites, etc. Et finalement, je me suis demandé si parce qu'on voit que ça a été utilisé par différents auteurs de philosophie comme Thomas More avec Utopie, Montesquieu, Voltaire, pardon. Et est-ce que c'est un outil? Alors on comprend l'outil de métaphore sous un régime absolu, mais dans les années 80 ou après-guerre, quelle était la raison de cet outil en fait? Pourquoi utiliser une métaphore comme ça d'un pays qui n'existe pas pour faire passer un message, alors que finalement la liberté d'expression, elle était peut-être beaucoup plus évidente. Enfin... Le roman La catacombe de Molucci, il l'a écrit dans les années 30, au début des années 30, avant de partir aux États-Unis. Donc évidemment, en Allemagne, dans un moment où le totalitarisme était absolument évident. Il l'a beaucoup travaillé, c'est un pavé, hein. Il a beaucoup travaillé, retravaillé. Vous avez rappelé les avanies un peu du manuscrit. Et il a renoncé à le publier. D'abord parce que sans doute que son combat antinucléaire avait pris un peu le pas à partir de 45 et à partir de 56 sur tout le reste. Mais peut-être aussi parce qu'il le trouvait un peu décalé et que, selon lui, ça ne décrivait plus un monde contemporain. Je suis pas sûre qu'il ait eu raison, parce que quand on lit La catacombe de Molucci, on cherchait tout à l'heure des définitions de fascisme. Il y a vraiment une réflexion sur le totalitarisme et qui est assez glaçant. C'est pour ça que l'extrait aussi que j'ai choisi de vous lire montre combien le dictateur a des préoccupations d'apparaître démocrate. Il veut une élection pour avoir un vernis démocratique. Et ça, il me semble que encore aujourd'hui, ça a des échos absolument évidents. Enfin, il me semble, hein, mais j'en ai pas fait l'interprétation, parce que je veux laisser à chacun aussi la liberté du lecteur. Mais en gros, c'est un livre très intéressant, une dystopie très intéressante. Pour ma part, je suis pas sûre que ce soit le roman du siècle au sens littéraire. Hein. C'est toujours un peu la difficulté de faire une œuvre littéraire avec une volonté démonstrative. Mais à mon avis, il y a quand même des choses sur la question du totalitarisme qui sont absolument fondamentales dans cet ouvrage. Là aussi, on pourrait faire des passages avec Hannah Arendt et sa définition à elle, parfois un peu contestable, du totalitarisme. Mais ça me semblait aussi intéressant de l'appréhender grâce à ce cinéaste Nicolas Ray, parce que du coup, il y a une affinité esthétique qui devient première.
C'est-à-dire que Nicolas Ray, lui, il n'a pas de volonté démonstrative. Il fait un film, et qui plus est un film expérimental. Donc il a une liberté esthétique totale et qui, à mon avis, est bien en écho avec ce que faisait Gunther Anders. Et justement, sans volonté purement démonstrative, qui parfois est un peu empruntée. Merci. Merci à vous. Merci à toutes et tous. On va faire une petite pause et on va reprendre normalement la conférence qui était prévue sur l'antispécisme et les nouveaux projets politiques. Donc restez dans les parages et puis merci à vous Ninon Granger d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup.